Ladies and gentlemen, this is now the moment you've been all waiting for with my man, Mr. John Dovey. Bienvenue dans son podcast. Je suis Nasser Zorgani, mais surtout, je suis un combattant. Tous! Nasser, ça va? Franchement, je suis très très content de te retrouver, John, ici dans ce podcast. Je sors de l'entraînement, je suis un peu rincé parce que toi-même tu connais. Hein, après l'entraînement, faut manger un riz poulet. donc là, en plus, je suis en période de grosse reprise après deux petites blessures, mais je suis content. Franchement, je suis content. J'ai passé une bonne semaine entre boulot et entraînement, et puis vraiment très heureux de te retrouver, mec. Bah, écoute, moi, je suis ravi que tu sois là. Et hors micro, je disais que Nasser, effectivement, c'est l'exemple même du combattant. Et il a complètement sa place dans ce podcast. Et puis moi personnellement, alors on est des amis avant tout, et je suis vraiment très ravi et content de te recevoir ici et qu'on puisse parler. Et forcément, le fait de préparer ce podcast m'a obligé à faire des recherches sur toi, à voir un petit peu des choses que je savais pas, tu vois. Et puis finalement, il y a plein de gens qu'on voit autour de nous qu'on connaît pas vraiment sur des petites choses. Et ça va, alors je pense que ça va nous rapprocher. Et l'idée, c'est qu'on passe vraiment une heure sympathique. Merci beaucoup pour ce que tu dis. Et c'est vrai que là où je te rejoins, c'est qu'on connaît beaucoup de grands champions, toi et moi, et de grandes championnes. Et c'est vrai que finalement, les grands championnes et les grands champions, et puis ceux qui ont des palmarès plus modestes, hein, puisque à partir du moment où tu fais de la compétition, tu montes sur le ring, en ce qui concerne la boxe, bah t'es déjà un champion, t'es un champion du quotidien. Bah c'est vrai que la valeur que nous inculque le plus, c'est le travail et l'humilité. Hein. Bien sûr, t'as du show-off dans certains sports, au niveau international, mais quand même, les gens, ils se mettent pas trop en avant. Et c'est vrai que moi, crois-le ou pas, mais des fois, quand on parle de mon parcours et tout, je rougis, je deviens hyper timide, alors que j'adore faire le show. Mais je fais le show pour les autres. Mais dès qu'il s'agit de moi, alors, je suis un peu timide, quoi. Aujourd'hui, Nasser, c'est toi, en fait. Et le podcast, il est pas pour les autres, c'est pour parler de toi. Qu'on puisse connaître un peu plus. C'est vrai que tout le monde te connaît. Alors, on va en parler tout à l'heure. T'as une multitude de casquettes. Et aujourd'hui, c'est dédié pour toi, pas pour les autres. Tu parles pas des autres. Ah, ça fait plaisir. Merci pour ton introduction, et c'est une heure pour toi. Ah, ça fait plaisir. Let's go! Yes. Bon, Nasser Zorgani. Ok? 40 ans. 40 ans, ouais. 40 ans. 1m83. 3. Yes. Alors, Nasser ici présent est comédien, humoriste, speaker, et aussi combattant. On va parler de la suite des combattants. Je disais que tu avais une multitude de casquettes, tu étais capable de faire, et tu sais faire beaucoup de choses. T'as commencé par tous les sports que t'as pu pratiquer de sport de combat. T'as toujours été axé, c'est vrai, sur les sports de combat. T'as fait du kickboxing, oui, de la boxe anglaise, oui, du karaté, oui, du taekwondo, aussi, de l'aïkido, oui, du sabre, ouais, et maintenant du judo. Et maintenant du judo. Ouais. Et dans le judo, alors t'as accédé au plus haut niveau puisque t'as participé aux Jeux Olympiques de Paris en paralympique. Ouais. Et t'es arrivé 5e. 5e, ouais. J'étais là, j'étais présent. Et dans la catégorie plus 90 kilos. C'est exact. Et c'est ça. Et t'as appris cette discipline assez tardivement. Ouais. En tout cas, ça t'a permis de te qualifier pour ces Jeux. Et ces Jeux qui ont été immenses à Paris, et t'as été un des artisans de la réussite de ces Jeux. Et parallèlement à ça, alors je disais que on n'en parle pas beaucoup, mais Nasser est un speaker. C'est-à-dire que il a combattu sur la deuxième semaine en judo, mais il faut savoir que sur la première semaine, tu as été speaker de la boxe. Alors précisément, tu as raison. J'ai combattu la première semaine de septembre en judo, mais la dernière semaine de juillet et la première semaine de août qu'on a vécu toi et moi ensemble, parce que j'ai eu le grand honneur de te présenter pour, on va en parler, la cérémonie des 3 coups. Ouais. J'ai eu là j'en parle, j'ai encore les frissons. J'ai eu le privilège d'animer le tournoi olympique de boxe. T'imagines? Donc le speaker, celui qui dit dans le coin A, dans le coin B, dans le coin rouge, il y a tel boxeur, et t'énoncer les noms, les pays, tout ça. Et les palmarès aussi. Et les palmarès, c'était Nasser, c'est ta voix qu'on entendait à chaque fois. Ouais, ça c'était. C'est fantastique. Mesdames et messieurs, bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Session numéro 11, combat numéro 205. Ladies and gentlemen, in blue corner, representing France, Sofiane Oumia. C'était super. Et c'était très bien fait d'ailleurs. C'était incroyable. Et franchement, c'est vrai que tu as raison. J'ai passé un été fantastique. Et on n'en parle peut-être pas assez dans le monde du sport. Et je vais te laisser reprendre bien sûr le cours de l'intro, mais ça a été tellement intense que ça a été très dur de s'en remettre après. Franchement, ça a été. Je pense collectivement, on pourra pas revivre des jeux aussi extraordinaires tous ensemble. Je crois que tout était réuni. Il y avait tout. Et même au niveau de la boxe, je trouve qu'il y avait pas trop de scandales d'arbitrage. C'était quand même
un beau tournoi de qualité, bien sûr des déceptions pour nos championnes et champions. Bien sûr, on aurait aimé avoir un champion olympique, on aurait eu. Ouais. Mais voilà, c'est quand même bien, on a quand même eu 3 médailles. Ouais. Et il y a quand même eu quelques trucs pour avoir commenté, moi, tous les combats. Et il y a deux, trois combats quand même qui sont un peu, exactement. Ouais. Mais en tout cas, voilà, et tu as dit que j'étais artisan des jeux, tu as raison, parce que les gens s'en rendent pas compte, mais derrière le sport et le speaker, il y avait aussi le boulot, parce que je travaillais pour le comité. C'est ça. Depuis 2020. Toi aussi, d'ailleurs, tu as été l'artisan à l'époque pour la Fédération française de boxe sur le programme des volontaires. Et moi, j'ai été un peu la voix et le visage du programme des volontaires. Donc, tu imagines, tous les volontaires que je croisais au village ou sur tous les sites venaient me réclamer des photos. Ils me disaient merci. C'est une vraie star. Comme je t'ai dit, ils étaient contents parce que j'ai parlé d'eux, je leur ai fait vivre leur programme de formation d'une manière tellement intense que quand ils sont arrivés au jeu, ils étaient hyper contents. Et je pense qu'il faut rendre hommage aux volontaires dans tous les sports, les bénévoles dans tout le sport de haut niveau, parce que sans le eux, sport amateur, il n'y a pas de sport. Rien ne serait possible. Bien sûr. Et en particulier dans le sport amateur, c'est le volontaire, ça fait partie de l'histoire du sport en France en particulier, quoi. C'est clair. Nasser, la première question qui est tout le temps la même, c'est comment te sens-tu là actuellement? Franchement, je vais être totalement honnête. Là, à l'instant T, je me sens hyper bien là maintenant parce que je viens de passer une semaine un peu comme les anciens connaissent, mal à barbigou, tu vois. Un peu goût fraise, goût je vais être un peu trivial, goût merdique parce que pour compléter ce que tu disais, j'ai aussi le parcours sportif et moi j'ai comme les gens qui nous regardent ils peuvent voir. J'allais en parler après. Voilà. Moi, j'ai jamais laissé ma canne être une variable d'ajustement de ma vie. Je me suis dit, j'ai grandi à Marseille, je suis né en Algérie, j'ai grandi dans les quartiers nord, et là-bas, il n'y a pas de place pour l'apitoiement, en fait. Ouais. Soit t'es un guerrier, soit tu te fais bouffer, en fait. Et je me suis dit, ma canne, faut que ça devienne un outil. Et ça m'a poussé dans le sport, mais également dans le monde du travail, et j'ai eu, grâce à mon père, que je salue, et son éducation, la nécessité de travailler. Et aujourd'hui, je travaille chez Bouygues Construction, donc je suis cadre. Je suis directeur, entre guillemets, directeur adjoint responsable de la stratégie du marketing d'une filiale de Bouygues. Dans le cadre d'un contrat athlète de haut niveau, grâce à l'ANS, l'Agence nationale du sport, et ma fédération de tutelle, donc France Judo, je m'entraîne à 50% du temps et je travaille à 50% du temps. Maintenant, toi qui avais été olympien, toi qui as vécu l'olympisme à la fois en tant que coach, mais également en tant qu'athlète, tu sais très bien que pour avoir une médaille ou pour être présent au jeu, il faut s'entraîner. Il faut être dédié ça à 100%. À 100%. Exactement. Et c'est vrai 110 même, voire 100. Voire 150. Et c'est vrai que quand j'ai fait ma prise de fonction chez Bouygues, en octobre, juste avant, en septembre, je fais les championnats d'Europe, je fais 5e. En équipe, on fait vice-champion d'Europe. Juste avant, je fais finaliste au Grand Prix de Gizeh, en judo toujours, avec l'équipe de France. Et avec la prise de fonction, mon rythme d'entraînement qui était nickel, entre entraînement, soins, balnéo à l'INSEP, tout ce que tu connais, on va en parler aussi, la récup c'est hyper important. Tout petit à petit, t'as envie de bien faire, t'es dans un nouveau taf, t'es quand même cadre dirigeant avec tes cadres dirigeants, cadre supérieur avec des cadres dirigeants, tu veux montrer ta valeur, tu vois, tu veux montrer la performance. Et je me suis oublié avec le travail, forcément, si tu prends trop de travail, trop de pression du travail, plus l'entraînement, le corps il pardonne pas. Bien sûr. Prise de masse mal contrôlée, double hernie discale, épaule droite abîmée. Et je suis arrivé au championnat de France paralympique la semaine dernière, à Villebon-sur-Yvette. D'ailleurs, c'est là où on avait fait le TQO, tu te souviens, en plein Covid. Exactement. Et j'arrive en finale contre mon concurrent direct, qui est un petit jeune de mon club, qui a 23 ans, 2 mètres, 127 kilos, c'est l'avenir. Bon, moi j'ai fait les Jeux de Paris, je compte bien aller à Los Angeles pour péter la médaille. Là, je suis 8e mondial. Lui, forcément, il va prendre ma place. Il n'y a pas de cadeau dans le haut niveau, même chez les paras. Écoute, reprise de compétition, après 2 mois d'arrêt, j'avais pas mes sensations, j'avais pas mes repères, je mène, j'ai réussi à marquer une valeur, Wazari pour ceux qui connaissent, et 40 secondes avant la fin, l'orgueil, je voulais absolument marquer l'hippon, pour montrer que c'est moi le patron, et je me suis fait contrer, je me suis fait gauler au sol. Et tu vois, et ça, c'est une piqûre de rappel. Tu vois, au début de la semaine, j'étais pas bien. Quand tu remets en place les choses, muscu, entraînement, bon repos, bon étirement, j'ai passé toute la semaine à l'Institut National du Judo et à l'INSEP avec Christophe Gagliano, qu'on salue, qui est olympien, médaille de bronze à Atlanta, génération de Jamel Bourras, que tu connais aussi.
je suis content parce que hier soir à l'Institut du Judo, j'ai claqué 5 combats de très haut niveau, j'ai retrouvé mes sensations. T'as retrouvé les bonnes Donc je sensations. suis hyper content, tu vois. D'accord. Parce que j'ai retrouvé, et finalement, tu sais, le stress, c'est de se dire, on va aller au Kazakhstan dans un mois, et c'est ou lui ou moi. D'accord. Ah ben, il y a une semaine, j'avais peur, maintenant, Tu te sens reboosté. bah oui, bah, je vais plier, je vais plier le game, tu vois. Donc il faut être humble, mais quand il s'agit de toi ou moi, Ouais. tu connais, hein, sur le ring, il y a plus d'amitié. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est un sport de combat. C'est Hein. la vie, exactement. C'est comme ça. Alors, tu as mis les pieds dedans, c'est vrai, en parlant de ta canne, en parlant de ton handicap. Alors, c'est pas non-voyant, c'est malvoyant. C'est malveillant, ouais. C'est ça. Ouais. Donc, effectivement, c'est suite à une maladie. C'est ça. Donc, apparemment, c'est familial parce que ton frère aussi est. Mon frère, il l'a, Et ouais, aussi- mais lui, il voit bien, tu vois. D'accord. Et Lui, lui, il ouais. arrive à conduire, il a des enfants. Bon, il a des petits troubles sur les côtés, mais D'accord. il conduit, il joue au foot, il joue au paddle. Et ça veut dire que à la distance à laquelle nous sommes, est-ce que tu arrives à me voir, à me distinguer, à ce tu vois, par exemple, en plus, ce qui est terrible, c'est que quand tu sais, il y a l'image dans la société française et de manière générale, quand tu vois le handicap, le canne blanche, les lunettes de soleil, les gens, ils vont dire, bonjour, ça va? Non, c'est pas ça. D'accord. Et moi, regarde, ça se voit pas. Donc, je pense que si les gens nous regardent, ça se voit pas du tout. Et c'est encore plus compliqué d'expliquer aux gens que t'es malvoyant. Ouais. Donc là, si tu veux, aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, je vois les lumières, je vois notre caméraman qu'on salue. Bonjour Marie. Et c'est tout, tu vois. Je peux même pas voir la déco ou, mais je sens que, tu vois, il y a la table qui est là. Je vois les reflets de la lumière sur la table. D'accord. Donc si tu veux, pour donner un repère aux gens, Distinguer certaines choses quand même, ouais. dans le noir, c'est compliqué. Donc là, c'est sombre pour moi, tu vois. Si maintenant on se reprojette, toi et moi, par exemple, sur Roland Garros ou sur Villepinte, bah, avec toutes les lumières et tout, j'arrivais à percevoir le ring et à voir un peu les jambes des boxeurs qui bougeaient. D'accord. Mais c'est des ombres. Bien sûr. Quand on s'est connus, à l'époque, je sais pas si tu te souviens, j'étais monté avec Kaiser, qu'on salue, Ouais. qui était monté avec Mehdi Amar, qui préparait son intérim contre Alexander Gvozdyk, tu te souviens? Je me rappelle. T'étais encore manager des équipes de France, là-bas dans la grande halle de la boxe à l'INSEP. Bah, à l'époque, là, je voyais un peu mieux. Et si on remonte encore un peu, en 2017, je me souviens encore du défaut qui va devenir, hein, parce que si on rentre dans la technique, on est quand même dans un podcast de combattants, du défaut intrinsèque de Joshua, qui avait tendance et moi, à l'époque, je me suis dit, ça, c'est un défaut qui va lui coûter cher un jour. Quand il mettait son fameux droite en ligne, crochet du gauche à Klitschko, quand tu regardes le ralenti, tu vois qu'après sa droite, il a tendance à faire juste ça pour réarmer. À reposer. D'accord. Pour réarmer, pour bien ajuster. Parce qu'il attend de voir s'il a fait mouche ou pas. Et cette demi-seconde, ben c'est là où Andy Ruiz, il lui rentrait dedans. D'accord. Hein, tu vois, si on se rappelle, ça, je pouvais le faire. Maintenant, je peux plus le faire. Maintenant, quand je mate les matchs de boxe que tu commandes, par exemple, ben, je peux plus voir les boxeurs bouger. Et à terme, c'est la cécité totale. Tu vois, c'est la perte de vision totale. Donc, si tu veux, quand tu as parlé de ma carrière un peu, entre guillemets, modeste carrière dans les différents sports de percussion, j'ai arrêté le karaté, le kickboxing et le taekwondo parce que je voyais plus les pieds arriver, tu vois. Mais je pouvais encore faire de la boxe anglaise. Justement, Nasser. Tu vois. Pourquoi les sports de combat? Parce que là, on a énuméré tous les sports que tu as pratiqués. Effectivement, ça a été essentiellement que des sports de De percussion, ouais, de castagne. Alors, pourquoi? moi, jusqu'à l'âge de... Moi, déjà, j'ai grandi en Algérie. Je suis arrivé en France, j'avais 5 ans et demi, tu vois. J'étais myope à l'époque, j'avais pas de maladie. J'étais myopie comme les enfants, donc j'avais des grosses lunettes, j'avais une grosse touffe. J'avais des cheveux avant. Et en fait, voilà. On a tous des cheveux avant. Ouais, tu vois. Maintenant, c'est The Bold Nation, tu vois. Et en fait, à l'école, mon père était vraiment intransigeant, tu vois, avec l'éducation. J'avais pas le droit de sortir, j'avais le droit d'aller à la bibliothèque, et puis on avait une famille à 5, on était assez modeste, on habitait à la Belle de Mai, dans le quartier Nord, et ensuite à la Belle de Mai, qui est un quartier très populaire du 3e de Marseille. Et voilà, tu vois, nous, on n'avait pas, nous, notre génération, je pense que toi, ta génération aussi, on n'avait pas de PlayStation, il n'y avait pas de basket de marque, pas de goûter de trucs, ce que tu veux. Et nous, l'école, c'était le meilleur moment de la journée parce que comme on n'avait rien à la maison, bah, à l'école, au moins, on avait les copains, et puis, tu vois, c'était plus facile. Et moi, à l'école, j'étais toujours au premier rang, et j'étais timide, chétif, peureux. Et je me faisais un peu, entre guillemets, les jeunes, ils disent hagré, tu vois, un peu oppressé mais il y avait pas de violence, hein. C'était juste, tu vois, j'étais un peu l'intello de la classe, quoi, tu vois. Et je sais pas, et puis, à l'âge de 16 ans, j'ai rencontré Jean-Armand Dalomba, alias Zef, qui est une légende des années 90 du full contact à l'époque, qui était champion du monde de kickboxing, à l'époque, quelqu'un qui est assez connu dans le milieu. Il était dans le Team Borg aussi, c'est des références un peu dans le pied-point. D'accord.
Et puis d'un coup, en l'espace d'un été, j'ai explosé physiquement, tu vois. La carrure que j'ai aujourd'hui, je l'ai eue à l'âge de 16 ans. C'est comme quoi, morphologiquement. Et ça m'a libéré, en fait. Ça m'a libéré. Et puis, à l'âge de 17 ans, on m'a annoncé que j'allais perdre la vue. Tu vois. À 17 ans, déjà. Ouais. On m'a dit, voilà, t'as une maladie génétique. Je commençais à voir flou le tableau et j'avais du mal à lire le tableau à l'école. Et le médecin, à l'époque, à l'hôpital Nord, il me dit, vous avez une maladie génétique et c'est incurable, en fait. Et franchement, je crois que j'ai pleuré 2 fois par rapport à ça. J'ai pas honte de le dire, j'ai pleuré 2 fois. La première fois, j'étais avec mon meilleur ami, qui est à Marseille, qui s'appelle l'adjoint, Mourad Laouni, qui est un producteur de musique, tu vois, qui a fait l'équipe Etoka, Mon Petit Loup, un mec dans la musique, avec qui on faisait de la musique ensemble quand on était gamin, qui a bien réussi dans son domaine. Et la deuxième fois, c'était à la fac, je me souviens, je préparais mes examens et j'arrivais plus à lire mon ordi ou mes cours. Et je me suis mis à pleurer parce qu'en fait, moi, j'adorais lire, tu vois. J'ai toujours aimé la culture. Et si tu veux, cette frustration-là, cette colère, il fallait que je la retourne contre quelque chose. D'accord. Et c'est là où les sports de combat m'ont permis d'exorciser cette haine, en fait. C'est ça. Donc, en fait, t'as pas pratiqué les sports de combat et ensuite, la maladie est intervenue. C'est à cause de la maladie, en fait, c'est grâce à la maladie que t'as commencé à t'intéresser vraiment aux sports de combat. Sauf qu'au début, je voyais. Ouais. Parce que ma maladie, ça allait être progressif. Ouais, c'est ça. Mais pendant 1 an, j'étais traumatisé. Je me dis, je vais quand même perdre la vue. Et à 20 ans, j'ai été opéré de la cataracte. Donc, on m'a mis 2 implants. Donc, pour garder, j'avais quand même 7 sur 10. Ouais. Tu vois, donc 7 sur 10, c'était quand même, je me suis mis vraiment dans l'entraînement, quoi. Tous les jours, c'était kickboxing, après karaté. Après, j'ai rencontré Malik Mogdad, qui était un coéquipier de Pascal au BCTR à Marseille, qui est un gros club de taekwondo. Et je me suis mis au taekwondo, tu vois, j'ai adoré, tu vois, la vitesse, Et vraiment, le déclic sur la boxe anglaise, c'est un documentaire sur Ali, que j'ai vu. Et là, c'est fou, mais tu vas rigoler, mais je faisais la corde à sauter dans le couloir, dans le cage d'escalier de l'immeuble. Et tous les matins, avec un vieux pote à moi, on partait courir à 5h du mat avec la cagoule capuche. Il y avait personne dans la rue. On courait de la gare Saint-Charles jusqu'au parc Borély, le long de la Corniche, et on revenait, tu vois. Et quand on revenait, on avait des petites frites, pâtes d'ours. On se mettait dedans, quoi, tu vois. Et moi, j'ai découvert ça. Après, j'ai découvert des Fabulous Four, tu vois. Ouais. Marvin Hagler, Hearn, Duran et Ray. Et je me suis dit, waouh, c'est génial. Et c'est bien plus tard que finalement j'ai découvert Michael Buffer et le côté speaker, tu vois. D'accord. Et dis-moi, et tous ces sports que tu as pratiqués là, à cet âge-là, quand tu as commencé à t'imprégner du taekwondo, de la boxe et du pied-point, du kick, tous ces sports, qu'est-ce que ces sports t'ont apporté, humainement, personnellement, le jeune ado de 16-17 ans que tu étais? Moi, j'en ai fait de 16 ans jusqu'à 24 ans, ouais. Tu vois. Et franchement, déjà l'amitié, tu vois, que ce soit aujourd'hui avec tous les gens que j'ai croisés. Et déjà, ce qui est fou, c'est ça que je pense que moi, je suis croyant, tu vois, je sais qu'il y a des gens qui ne croient pas, je respecte tout à fait ça, mais moi, je suis croyant, je pense que pour chacun d'entre nous, il y a un projet quelque part, tu vois, si tu crois en la nature, en toi, en ce que tu veux, mais il y a un projet. Et c'est fou, mais je pense que ma vue m'a été enlevée, mais en échange, j'ai reçu un truc inestimable, c'est de rencontrer des gens incroyables. En pied-point, je rencontre Jean-Armand Dalomba. Ensuite, en karaté, je rencontre Denis de Ragnery, qui est l'élève de Laurent Saïdan, c'est comme l'équivalent de Serge Chouraki ou Dominique Valera, tu vois, dans l'histoire du karaté. Ouais. Et je rencontre mon meilleur ami, qui est aujourd'hui à Marseille, qui s'appelle Luc Litzki, qui était champion d'Europe. Donc, c'est quand même déjà des sommités, et surtout de l'amitié, quoi, tu vois. Après, je rencontre Pascal Gentil. Pascal, il m'a connu voyant. Et quand il m'a revu au siège de Paris 2004 avec la canne, tu vois, il a pas compris, tu vois. Ouais. D'accord. Mais, ni une ni deux, au bout de 5 minutes, on faisait des blagues et tout, tu vois, ça changeait rien pour lui. Mais c'est vrai que ça fait quand même un choc. Quand tu te revois 20 ans après, parce que moi, la dernière fois que je l'ai vu, c'était quand il avait fait son jubilé en 2006, tu vois, 2024, tu vois, quasiment 20 ans après. Et l'amitié, la sommité, et puis moi, ce que j'aime par-dessous, c'est la technicité, quoi. C'est beau, en fait, l'art martial est beau. Il y a des choses qui se dégagent dans le combat. Beaucoup de gens qui n'aiment pas la bagarre trouvent ça trop brutal, trop violent. Mais non, la violence, elle est dans la société. Et je pense qu'une société dans laquelle les gens ne se battent pas est une société malade. Parce que si les gens savaient se défendre, savaient combattre, tu peux combattre toi-même. Et puis le fait d'avoir été un combattant, tu peux tout affronter après.
Tu peux tout affronter. En parlant de combat, justement, et pas forcément de combat, mais d'opposition et d'entraînement, et tu parlais de technicité, qu'est-ce que, te souviens-tu de tes premières sensations sur le tatami ou sur le ring? Parce qu'effectivement, t'as pas fait de compétition en boxe ou en pied-point, mais t'as quand même beaucoup pratiqué. Est-ce que lorsque t'as foulé un ring pour la première fois ou un tatami pour les pieds-points ou autre, t'as des souvenirs à cet âge-là, des sensations que t'avais, cette notion de face à face, cette notion de, tu parlais que tu disais si une société ne se battait pas, qu'il y avait un moment qui manquait quelque chose. Comment t'as parlé de technique? Comment as-tu senti ça? Plus baston, castagne, sport de combat, ou ma capacité à développer ma technique? Peu importe le sport dans lequel tu vas évoluer. Moi, en fait, ce qui est, je pense à l'époque, je voyais encore un peu bien, donc, moi, j'avais une capacité à être bon en anglaise et en pied-point, mais naturellement. Et c'est vrai que mon grand regret, moi, dans ma vie, c'est de pas avoir été boxeur, amateur ou professionnel en anglaise ou en pied-point. Parce que j'avais des prédispositions naturelles, tu vois, donc, petit mollet, grosse cuisse, largeur d'épaule, des bras assez longs, et une capacité vraiment à, tu vois, être plutôt compact, en fait. D'accord. Mais surtout une souplesse de jambe. Jusqu'à maintenant, je lève encore la jambe au niveau aiki, un tolopchagi ou un maoshigiri, tu vois. Et c'est vrai que, j'avais cette notion j'aimais beaucoup la technicité, mais aussi l'esprit martial, l'esprit du samouraï, du bushido, tu vois, un peu le code d'honneur du guerrier, tu vois, la voix du guerrier, le bushi en japonais, c'est le guerrier. Quand j'ai d'abord fait du pied-point avec Zef, c'était plutôt le full contact en mode, tu vois, tu maîtrises le haut et le bas, c'est technique, ça bouge. Tu vois, lui, il a été aussi champion de boxe française, donc t'avais le chassé, fouetter jambes avant, donc c'est assez technique, tu vois, tu peux balayer un peu, déstabiliser, mettre un coup dans la tête, donc c'était vraiment cette recherche un peu de stratégie, tu vois. Pour comparer, c'est comme si tu prenais d'un côté Klitschko, peut-être il avait une boxe ennuyeuse selon les gens qui aiment la bagarre, mais éminemment stratégique, laser dans les yeux, jab millimétré, et en face tu mets un Wilder où c'est la baston, mais il suffit qu'il y en ait une qui passe, t'es cuit. Exactement. Donc j'avais toujours cette recherche-là. Quelle différence entre tous ces sports alors? Pour moi, si on regarde, j'ai fait du pied-point. Ensuite, j'ai basculé sur un peu l'anglaise, l'aïkido, le self-défense. Après, j'ai découvert le sabre et j'ai compris grâce au sabre la notion de distance, de ligne d'attaque, intérieur-extérieur. Et si tu veux, tout ça s'est aligné chez moi. Et finalement, aujourd'hui, avec le judo, je suis arrivé dans un dernier art martial, qui est éminemment complexe. Franchement, c'est hyper compliqué le judo. D'un point de vue technicité, gestion de l'équilibre, gestion de l'autre. Parce que quand tu es en boxe anglaise ou en pied-point, on est deux dans un carré, on a une ligne d'attaque, on a une stratégie ouverte, et puis tu auras des gens qui vont trouver des angles extraordinaires comme Matrix, Lomachenko ou d'autres d'autres qui vont danser, d'autres qui vont rester ancrés, qui vont avancer, qui vont te rouler dessus. Mais là, quand t'as un mec qui t'attrape, c'est plus pareil. Parce que tu dois te mouvoir et avoir une pression de la gravité, plus lui qui te tire vers le bas, d'un coup vers le haut, qui veut t'attraper la jambe droite, la jambe gauche, qui te balaye. C'est un autre monde. Et c'est pour ça que le judo, tu le commences très petit, en fait. C'est ça, en fait. Tu vois, c'est l'élasticité, en fait, musculaire. Comment tu fais, justement? C'est ça, c'est la vraie question. Comment tu fais pour t'adapter? Parce que le judo, je parlais avec des judokas qui me disaient que quand t'as pas commencé, quand tu ne débutes pas le judo à 7, 8, 9 ans, tu peux pas accéder au plus haut niveau parce que il y a des fondamentaux qu'on acquiert à ces âges-là, et ensuite c'est trop tard. Et comment as-tu fait, toi, pour t'adapter en peu de temps? Alors, t'as commencé le judo à quel âge? Il y a combien de temps? Si on regarde dans les sports de pronation, j'ai eu 2 périodes de ma vie où j'ai découvert un peu le jujitsu. D'accord. Qui est la forme ancestrale du judo, où il y a c'était pour moi le lien, quand ma vue a baissé en 2005, 2006, 2007, j'ai dû arrêter le taekwondo et le pied-point parce que ma vue était trop basse. Et puis j'ai rencontré un monsieur qui s'appelle Philippe Dehé, qui était le disciple de Nisho Sensei, qui faisait de l'aïkido et du sabre japonais. D'accord. Et qui m'a expliqué qu'au contraire, grâce à l'aïkido et au jujitsu et au self-défense, je pouvais non seulement apprendre à perdre la vue, et ça va m'aider dans ma perte de vision. Apprendre à perdre de la vue. Ouais. Ça s'apprend à perdre la vue. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, c'est la capacité à continuer à vivre, en fait. Exactement. C'est ça. Mais à combattre, à continuer à faire des choses. Ouais. Des fois, les gens sont hallucinés parce que on se charrie un peu entre athlètes. Et des fois, sur le tatami, à l'INSEP ou à l'Institut du Judo, des fois, les mecs, on se charrie, ils me cherchent. Et d'un coup, je leur envoie un gauche-droite-gauche, en bas, en haut, avec une précision millimétrée. Les mecs, ils disent, non, mais c'est pas grave, c'est pas possible, tu vois. Je fais, ben non, je vois pas. C'est logique, en fait. Si ta bouche, elle est là, bah, ta côte, elle est là, tu vois. Si t'es comme ça, et que le mec, il jab ici, et je suis légèrement décalé, bah, forcément, il va être ouvert soit ici, soit je repasse en dessous, soit je crosse au-dessus.
c'est ça, en fait, moi, que j'ai construit une vision mentale du corps. Développer ça. Ouais. D'accord. Et ça, c'est grâce aux arts martiaux et grâce à la notion d'espace. Ouais. Et je suis hyper technique et schématique, mais ça a ses limites. Parce que tu vois, par exemple, Christophe Gagliano, il me dit, t'as des stratégies qui sont en place. Ça, tu peux le mettre en place dans la boxe, par exemple. Dans un combat de boxe sur 12 rounds, bah, tu vas observer. Si je prends un exemple, on salue Nordino Bali, qui est un grand champion que j'aime beaucoup. Il s'est fait piéger par Donner. Et comment il a piégé Donner? Il s'est laissé volontairement toucher pour voir ses ouvertures. Et dès qu'il a décidé de l'ajuster, il l'a ajusté, c'était terrible. Ouais. Et ça, tu peux pas le faire en judo. Si tu laisses l'autre te dominer, monter la main à la garde et te prendre la manche, c'est terminé. C'est chaud. Ouais. Il te reste une demi-seconde pour agir. Et moi, qui arrive dans ce monde, avec seulement 6 mois de judo à la fac, où j'avais rencontré un grand monsieur du judo qui s'appelait Guy Magnana, et quelques notions d'aïkido, quand même assez évoluées, parce que j'en ai fait longtemps. Mais l'aïkido, c'est pas pareil, c'est du self-défense. Donc, quand j'arrive, c'est très drôle l'anecdote, c'est c'est un vieux monsieur, paix à son âme, qui s'appelait Wari Amri, que je suis allé rendre visite, que tu as connu, qui était un sacré caractère, un sacré monsieur. Un sacré bonhomme, et sacré entraîneur. Et lui, c'était marrant parce que j'ai quelques anecdotes. Lui, quand il voyait un boxeur qui était pas cardio sur le ring, qui faisait pas les exercices nécessaires, il pétait une clope et à la minute de repos, il lui soufflait la clope dans la tête, tu vois. Vraiment particulier. Bah ouais, mais c'était un sacré bonhomme. Il a fabriqué des guerriers, tu vois. On pense à Jean-Baptiste, c'était à son âme. Ouais, c'est vrai. Et si tu regardes eux aussi leur destin, c'est terrible. Jean-Baptiste qui meurt d'un cancer, on embrasse toute sa famille. Un an après, c'est son entraîneur qui meurt d'un cancer aussi, tu vois, c'est terrible. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu vois, le combat se situe en dehors du ring aussi. Et finalement, pour te répondre, comment j'ai fait, bah, je pense que c'est ce côté guerrier un peu foufou. Et pas de limite. Moi, mon handicap, il m'a poussé à repousser les limites. Et quel jeune, mais avant de faire tous ces sports, quel jeune étais-tu déjà, hein? Le Nasser Zorgali qui vivait à Marseille, dans les quartiers nord de Marseille, c'était quel genre de je dis au début très timide, très chétif, un peu peureux, tu vois. Pas du tout bagarreur. Franchement, pas bagarreur trop, j'ai quelques bagarres mais sans plus, mais fou. Par contre fou. D'accord. Donc en fait, si tu veux, je me suis dit à un moment donné, quand je me suis fait opérer des yeux à l'âge de 20 ans, je tombais sur un vieux monsieur qui avait fait plusieurs guerres, la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, et il m'a dit, jeune homme, c'est triste de perdre la vue à l'âge de 20 ans, vous allez perdre la vue. Et il m'a dit une phrase, et c'est une phrase que j'aime beaucoup parce que c'est même Animal Son, qui est producteur de musique, Clément, qui m'a redit cette phrase. Et quelques années plus tard, ça m'a fait un choc. En fait, je me suis rendu compte que c'était ça. Il m'a dit, soit tu traverses la vie comme une étoile filante, parce que la vie elle dure 2 minutes, soit tu restes dans un trou noir, quoi. Et moi, à ce moment-là, tu vois, à l'âge de 20 ans, je me dis, c'est quoi? Mort pour mort. Allez, terre brûlée, rien à foutre. Je la traverse. Je vais la traverser et je vais tout faire. Et comme on est dans une société qui voit les personnes en situation de handicap comme des personnes fragiles ou faibles, parce que c'est la compassion, parce que c'est la tradition judéo-chrétienne, la charité, tu vois, c'est comme ça. On va pas en vouloir aux gens d'être gentils. Bien sûr. Mais moi, je suis pas une victime. Tu vois, moi, souvent, quand je dis aux gens de manière un peu triviale, à l'âge adulte, j'ai eu des moments un peu plus turbulents, où malheureusement, j'encourage pas la violence, où j'ai dû me défendre, et malheureusement, des fois, il faut agir. Et les mecs, je leur disais, moi, Joe, il m'a enlevé les yeux, il m'a pas enlevé les couilles. Hein. Donc, faut pas se tromper. Parce que je reste, avant tout, un être humain, je te respecte, tu me respectes. Si tu me respectes pas, et moi, il y a une chose qui m'a insupporté dans cette période turbulente de ma vie, et que je regrette, hein, mais voilà, je regrette pas de m'être défendu, c'est que quand les gens, ils voulaient m'embrouiller, bah, dès qu'ils voyaient que j'étais handicapé, ils me disaient, ah non, mais c'est bon, t'es handicapé. Et ça, c'est terrible. Ça veut dire que tu m'enlèves, en fait, tu m'enlèves mon droit d'être un homme, ou d'être une femme, si c'est une femme, tu m'enlèves mon droit d'être un guerrier, en fait. Non. C'est un vrai droit, hein. C'est vrai que toutes les personnes qui ont un handicap, revendiquent ça, ils ont envie, forcément, qu'on les prenne comme une personne lambda. Bah oui. Et on peut pas mettre en avant tout le temps leur handicap. Bah ouais, ça veut dire, de toute façon, Ils ne c'est veulent trop pas facile. qu'on le mette en avant. Bah, moi, je te mens pas, je suis un petit malin, tu vois, quand il s'agit d'esquiver une queue, à l'aéroport, quand je suis en retard, je suis bien content d'avoir le passe-droit avec le handicap, hein. Notamment. Notamment Euro Disney. Et je vais monter une boîte de location. Louez-moi, aujourd'hui avec vos enfants. Et en fait, j'étais un jeune sage, respectueux et tout, mais comme je dis, il y avait cette colère, en fait. Et à l'âge de 20 ans, je suis devenu, en fait, c'est comme si chaque jour était le dernier, en fait. D'accord. Donc, vraiment. Il n'y a pas eu de contre-indication à ces sports de combat, puisque
tu savais rapidement, très tôt, on t'a expliqué que tu allais avoir des problèmes de Ouais, si. Et c'est ça. Et le fait mais moi, je leur disais, mais mort pour mort. De toute façon, la vue, je vais la perdre. Ouais. Autant la perdre avec panache, tu vois. C'est vrai. Mais le fait tu t'es pas dit le fait de recevoir des coups dans la tête, avec la boxe ou les pieds-points, bah, ça risque d'accélérer, peut-être, la maladie. Tu t'es pas posé ce genre de questions? Moi, je suis convaincu du contraire. Je suis convaincu que le fait d'avoir... ouais, non, mais personne n'y voulait. Mon père, il voulait pas. Tu vois, même mon médecin, chirurgien ophtalmo, il m'a dit, attention, le judo, les chutes, les implants, ils risquent de bouger. Moi, j'ai déjà été réopéré. Bien sûr, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais pas laisser mon handicap déterminer les choix que je veux faire. Si j'ai envie de faire du jet ski, moi, je fais du jet ski, tu vois. Ouais. L'été. Bon, c'est pas très écolo, mais bientôt, il y aura du jet ski électrique. Et en fait, je suis parti au Cap-Vert là récemment, après le championnat au Brésil. Et la mer, elle était assez agitée sur l'île de Sal. Et je suis allé voir le moniteur de jet ski. Il me dit, je peux pas te laisser aller avec ta compagne, ton ami. Mais si tu veux, tu viens avec moi. Et lui, il avait un jet Yamaha à 1800 cm3. Je me suis régalé. Tu vois, c'est complètement fou. Ouais. Je suis sur un jet ski qui va à 100 km/h où je prends des vagues avec des creux de 2,30 m. Tu pourrais dire que ce mec, il est inconscient. Ah bah si tu crois-le ou pas, à ce moment-là, j'ai les larmes aux yeux de joie et je me sens hyper serein. D'accord. Donc je pense que mon handicap m'a développé une aversion au risque proche de zéro. J'adore la pression, le risque. Plus c'est risqué, plus c'est compliqué et plus je vais adorer ça. Quand c'est trop facile, que tout va bien, je me sens pas bien. Alors t'as su faire, enfin, quelque part, t'as su tirer un avantage de cet handicap. Oui. Parce que comme on le sait souvent, les gens qui ont des handicaps, soit de l'ouïe ou alors de la vision comme toi, vous développez d'autres sens. Bah, est-ce que tu as senti la différence? Oui, ouais, l'être humain a la force de s'adapter à chaque fois. Ouais, et tu peux nous parler un peu de comment t'as perçu ça, comment ça s'est passé, à quel moment, une anecdote sur un truc ou des choses que tu ne percevais pas, que tu ressentais pas, et plus tu t'es rendu compte que plus tu perdais ta vue, et mieux tu percevais mieux un certain nombre d'analyses des gens, par exemple. Je l'ai pas senti d'un coup, tu vois, mais je me suis rendu compte, aujourd'hui, à l'âge de 40 ans, en fait, j'ai appris à analyser les gens, tu vois. Alors, je les vois pas, comment ils se comportent dans une discussion, les mots qu'ils emploient, leur attitude. Tu sais, tu peux apprendre beaucoup de choses. Tu sais, les gens, ils peuvent cacher beaucoup de choses. Mais la voix, elle cache, tu peux pas mentir. Oui. La voix, l'intonation, le souffle, le rythme. Comment observer dans un groupe tu vois, le comportement des gens? Tu le vois, en fait, quand tu vois des gens discuter entre eux, dans un groupe collectif, encore plus dans le sport, tu vois. Tu sais, t'as le leader, t'as le rebelle, t'as le mec carré, le technicien, le silencieux. T'as un peu de tout. Et moi, le fait de pas voir, ça a provoqué deux choses. C'est que moi, j'aime pas le silence. Donc, quand je tombe dans une pièce avec des gens qui parlent pas, ben forcément, je suis désavantagé. C'est toi qui prends la parole. Je prends la parole pour les forcer à parler. Exactement. Exactement. Moi, si tu veux, mon handicap, il m'a rendu, bon, d'aucuns diraient bavard, mais surtout, moi, je parle comme un sonar dans un sous-marin. J'envoie des signaux. D'accord. Pour voir toi ce que tu vas répondre. Comment les gens vont réagir. Exactement. Et en fonction de tes réactions, ben, j'analyse. Parce que si je rentre dans une pièce et je me tais, bah forcément les gens vont pas me parler. Pourquoi? Parce que le handicap ça fait peur. Ouais. Et deux, ils vont venir me parler, ils vont me dire t'as besoin d'aide pour traverser. D'accord. Donc bon. Et la première fois qu'on s'est vu toi et moi, quand t'as parlé envers moi, quand t'es venu à l'INSEP ce jour-là, moi je m'en souviens que vaguement. Ouais, t'étais dans le bureau à droite, là, tu sais, ring et tout. Et t'as ressenti quoi alors? Quelle est la vibration que t'as ressentie? J'ai ressenti que t'étais concentré. Ouais. Que de toute façon dans le taf t'étais concentré quand même, t'étais manager des équipes de France. J'ai senti que Mariano lui était plus Mariano quoi, tu vois, en mode détendu, en mode tu vois. Mais j'ai senti que c'était concentré et je pense qu'à l'époque c'était compliqué quand même, il y avait quand même beaucoup de tension au niveau fédéral. Ouais. C'était compliqué. On n'a pas eu beaucoup de chance dans le monde de la boxe au niveau des instances. Et ça, c'est un vrai sujet pour l'histoire de la boxe en France parce qu'on a quand même un potentiel de réservoir extraordinaire. Donc j'ai senti que fallait pas trop que je le ramène, quoi, tu vois. Parce que j'ai senti que t'étais quand même concentré. Et après, sur le TQO, c'est là où j'ai découvert vraiment, sur le TQO, quand même, on a vécu un TQO assez extraordinaire. Exceptionnel. Tu vois. C'était les Jeux Olympiques, en fait. Ouais, franchement, en vrai, c'était les Jeux, c'était exceptionnel. C'était les Jeux, Ouais. Et on était, pour les gens qui nous regardent, on était dans une bulle Covid, à Villebon-sur-Yvette. Vous dormiez au Novotel et il y avait une autre partie de la team qui dormait au Hilton. Ouais. Et moi, j'étais bénévole observateur. Donc, j'avais à la fois le rôle de bénévole et observateur de comment ça se passe en préparation des Jeux Olympiques. Pour le programme des volontaires. Et je me souviens, c'est moi qui arrêtais et qui plaçais les bus. Ouais. Tu vois, et c'est ça aussi ce qui est symbolique. C'est que t'as un malvoyant qui stoppe les bus et qui appelle les athlètes pour embarquer dans le bus et qui compte. Je me rappelle. Tu vois, alors que le mec, il voit pas, tu vois. Eh ben moi j'ai des amis à Marseille, notamment mes amis, par exemple Hakim Mouguiraba qui est réalisateur qu'on embrasse, et lui il me dit tu veux être le super handicapé, tu veux trop prouver. Je dis mais c'est normal,
Parce que moi, j'en ai marre de rester assis dans un coin en mode, ouais, asseyez-vous là, monsieur. Et si tu veux, la première fois que je suis allé ce qui est encore plus rigolo, c'est quand j'ai voulu faire de la boxe anglaise. Quand j'ai voulu faire de la boxe anglaise, moi, j'étais déterminé, je voulais faire le challenge du premier round. Le mec, il est complètement taré, tu sais. Donc, je suis allé voir le docteur Amin Benounan, et le docteur Amin, il m'a dit, écoute, normalement, c'est pas possible avec ton problème de vue, mais, grâce à son concours, et j'ai tellement saoulé les gens, j'ai réussi à passer l'approbation fédérale. Ah ouais. Chez Mokhtar Adjri, et je l'ai eu, tu vois. Donc si tu veux, techniquement, j'avais ma licence de boxe. T'étais capable de faire cette compétition. Bah, j'aurais pu la faire si la Commission nationale de boxe amateur avait estimé oui. Ouais. Mais le problème, il y avait un problème déontologique et éthique. Le premier, c'est que s'il y avait un risque majeur, que mon implant explosait dans l'œil ou que j'avais un KO, on aurait dit, mais comment vous avez pu laisser boxer un malvoyant? On se retourner contre la fédération. C'est ça. Et deuxièmement, si je battais le mec en face, bah, le mec, ils auraient dit, oui, mais c'est pas équitable, le mec, il a pas voulu frapper en face. Ou autre chose. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as reçu en boxe, tu as reçu un coup à l'entraînement, hein, fort, parce que t'as que l'entraînement. Deux fois. Ouais, 2 fois, ça m'a marqué. Moi, comment ça s'est passé, la boxe? Donc, moi, la boxe, en fait, quand j'étais jeune, j'avais mon délire où je partais courir comme ça, je faisais des trucs, mais je faisais du pied-point. Mais, comme je voyais, j'avais quand même une bonne allonge et j'arrivais avec mes jambes à tenir à distance. Donc, j'ai jamais pris trop de coups. Quand j'ai fait du taekwondo, j'ai pris quelques coups sévères au niveau du plastron. Tu vois, parce que quand t'as un plastron en taekwondo, quand tu vois la frappe, l'onde de choc, elle se propage vers ton ventre. Ouais. Et elle revient vers le plastron et elle revient vers ton ventre. D'accord. Donc c'est effet kiss cool, ça fait mal. Hein. Fin d'aller-retour. Et c'est pour ça qu'on crie beaucoup au taekwondo. Parce que quand tu cries, ça contracte naturellement la cage thoracique et les abdos pour amortir le choc, tu vois. D'accord, je savais pas Tu ça. vois. Le kiai, en karaté aussi, c'est pareil. Quand tu vois en karaté. Je pensais que c'était plus pour extraire une énergie et l'envoyer en direction de là où on frappe. C'est les deux. D'accord. C'est les deux. En fait, quand tu vas mettre un coup, c'est comme un boxeur quand tu vois, quand tu souffles, les gens, c'est pas, pour reprendre le fianso, c'est pas pour rigoler, hein. C'est que le corps, en fait, il est alimenté par l'oxygène. D'accord. Et pour pas congestionner nos muscles, Exactement. il faut expirer le CO2 pour réinspirer, envoyer de l'oxygène. En boxe, oui. C'est ça. Ça permet de pas travailler en apnée. Exactement. Tu vois. Mais en sport, on est moins en explosivité, en pliométrie, on va plus être en anaérobie, donc ça va dépendre de l'effort, mais il faut souffler. Si tu souffles pas, tu congestionnes. Asphyxie, exactement. Exactement. Et en fait, moi je me souviens. Ce fameux coup fort. Je me souviens, je fais un coup qui t'a fait mal. À l'époque, les frères Alab, qu'on salue, donc Ali, Abadila, Aziz, toute la clique. À l'époque, ils étaient à Poissy. Donc je vais à Poissy. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à convaincre les gens de la Fédé que j'allais passer l'approbation fédérale. Et carrément, grâce à Philippe Velgue, que tu connais, hein, qui est un animateur Canal+, et Zef Dalomba, donc, qui m'avait enseigné la boxe, on avait un challenge, c'était de combattre contre Mehdi Sanoun en match d'exhibition pour une œuvre caritative à Marseille. D'accord. Donc j'avais 1 an pour me préparer pour ce match. Mais c'est complètement inconscient. Tu vois, Mehdi Sanoun, tu vois, je le connais. Quand il me voit arriver. Mehdi, il fait pas les choses à moitié, Mehdi. Bah oui. Mais même en plus, il se dit, je vais pas quand même taper un malvoyant. En plus, il aurait pu me coucher avec son bras gauche, là, tu vois. Mais il a quand même joué le jeu. Et pour se préparer, je cherchais un club de boxe dans Paris. Parce que moi, je connais pas la boxe à ce moment-là. Je connais pas le monde de la boxe. On est en 2016-2017, tu vois. Mehdi à qui on passe le bonjour d'ailleurs. Hein. Bah bien sûr, on t'embrasse, Koudé. Et en fait, j'arrive, Abadila, il l'avait dit dans une interview, il a dit, Nasser, je le vois arriver, il cavale, il se prend des fois les sacs, il les voit pas. Nous, on se dit, qu'est-ce qu'il fait là, quoi? Il est fou, ce mec, tu vois. Et je me souviens, je commence à boxer, et à un moment donné, un mec, il me fait faire l'ascenseur. Je prends un uppercut là, et je tombe sur la fesse, je fais l'ascenseur. Mais c'est pas ça qui m'a fait mal, c'est l'onde de choc. Que t'as reçu. Qui traverse le crâne. Toi, tu sais ce que ça fait. C'est comme s'il y avait un coup de marteau et de couteau combiné qui te traverse le crâne. Je fais wow. Et puis la deuxième fois, c'était chez Olivier Bonine, à HR, chez qui je m'entraînais aussi, et avec Patrick Edgar, hein, que je les embrasse, avec qui on a fait pas mal de matchs d'exhibition. On a fait le challenge Gilbert Joie aussi, qui est un challenge où les personnes en situation de handicap peuvent boxer. Et là, je me souviens, j'avais boxé avec Joe. Il m'a mis un uppercut là. Et j'avais toute la face
Tu vois, il a touché le nerf qui est là. Tu sais, tu connais des Paralysé. fois, paralysé pendant 2 semaines. Ah ouais, pendant des Tu vois. semaines. D'accord. Après, il a écrasé le nerf, là, tu vois. D'accord, ouais. Et parce que j'ai fait une erreur, tu vois, j'ai envoyé un jab, après j'ai esquivé, main ouverte ici, T'as esquivé il a vu de l'ouverture, côté. bam, Il a mis l'hypercute. il percute direct, tu vois. Et je me suis un peu empalé dessus parce que je suis Pas forcément puissant, mais comme tu t'es empalé dessus, il y a eu une notion de contre. un petit exactement, tu vois, je me suis empalé peu. dessus. Et surtout, ça a frappé pile poil sur le nerf. Ouais. C'est les 2 coups qui m'ont marqué. Après une autre fois en karaté, j'ai pris un Ushiro Mawashigiri à l'entraînement dans le foie. Ouais. Voilà. Et tous ces coups-là, alors c'est des sports de combat, ce sont des sports de percussion. Comment tu réagis? Ça te fait peur? Alors, la première fois que t'as été touché, t'avais quel âge? Tu t'en souviens? T'étais peut-être jeune. Sur le Ushiro-giri, c'était en l'an 2000, je crois, 2001, j'étais en karaté, j'avais 16 ans. D'accord. Et donc tu dis oui, effectivement, c'est un sport de combat. Ouais. C'est le risque du métier, quelque part. Oui. Quel effet ça a sur toi? Je continue, j'arrête. C'est quoi ce sport de fou? Je veux infliger la même chose à mes partenaires, à mes Non, adversaires. en fait, faut que je fasse attention. D'accord. Le premier réflexe, c'est attention, prudence. D'accord. Et moi, j'ai jamais été dans une truc de, moi, j'ai tourné dans pas mal de salles de boxe à Paris, chez Fred Ester à Pouchet, qu'on embrasse, hein, Fredo. Fred. Avec Idriss, Doc Bégan, Ouais. on salue notre Bernard Hopkins national, Ouais. hein. En plus, il a eu un petit, là, je l'embrasse, en plus, je suis pas allé le voir, il va me tuer. Et en fait, Idriss il me disait, t'es dangereux parce que je suis imprévisible. Parce que moi, quand je boxe, je regarde pas. D'accord. Tu vois, j'ai pas besoin de voir, en fait. Et avec mon jab, je localise. Et quand même, j'ai tourné avec pas mal de mecs. Et les mecs, en fait, comme moi, je contrôle pas la distance, parce que j'ai pas une bonne vue, bah, des fois, tu sais, t'as 100 kilos. Ouais, qui arrive. Donc, quand j'enclenche. Et forcément, le mec en face, il y a un seul, attends, anecdote, faut que je la raconte. Il y a un seul mec. Il m'a dit, tu veux faire de la boxe? Il y a pas de problème. On va boxer. C'est à Pouchet. Je m'entraîne des fois chez Fred. J'arrive, il y a personne. Il y a que Fred et moi. Il me dit, tu veux de la boxe? Je fais, ouais. Il me dit, bah, écoute, on va faire 3 rounds de boxe, mais je vais te boxer. Et pendant 3 rounds, il m'a envoyé, pendant 3 rounds, un buffle. Il s'arrêtait pas. Je suis allé, je sais pas combien de fois au tapis, mais je me suis relevé. D'accord. Ah, mais il m'a envoyé des parpaings. Hein. Ah ouais. Au point de t'envoyer au tapis plusieurs fois. Ah ouais. Mais Fred, il s'en c'est souvient, dur. on a rigolé. Mais, tu sais, eh ben, ce jour-là, je me suis senti boxeur parce que je me suis relevé à chaque fois. Tu vois. Et c'est un peu une métaphore sur l'histoire de ma vie. J'ai eu 2-3 épreuves difficiles dans ma vie. Ben, c'est pas grave, en fait. Ils m'ont pas mis KO. Je me relève. On se relève à chaque fois. Quoi qu'il arrive, on se relève. Et c'est un peu aussi la maxime du judo. Tu tombes et tu te relèves. C'est ça, c'est la maxime de la vie tout court et même des sports de combat. Le but, c'est pas de gagner, le but, c'est de chuter, de se relever, c'est ça, en fait. Et c'est ce qu'on apprend. Mais bien sûr. Et puis, je suis pas fan, moi, tu sais, du mec, genre, invincible comme Money. J'aime beaucoup Floyd Mayweather pour ce qu'il a fait. Mais cette attitude en mode, je suis invaincu et tout. Frérot, on sait comment t'as été invaincu. Il y a des fois, c'était limite, hein. C'est très limite, parfois. Hein. Donc, et puis, faut pas avoir honte de dire, pour être le meilleur, il faut savoir perdre. Exactement. Parce que si tu sais pas perdre au moins une fois, le jour où tu vas perdre, ça va te traumatiser. Et puis, C'est ce qui arrive à Mehdi, tu vois, par exemple. tu l'as dit toi-même, c'est la fameuse phrase de Nelson Mandela. Ah oui. On perd pas, on apprend. On ne perd jamais, j'apprends, sûr. exactement. Tu vois, Mehdi, par exemple, je peux en parler, c'est mon ami intime, hein. Mehdi Sanoun. Rends-toi compte. Il fait 36 combats dans sa carrière. Il gagne 34 fois. Ouais. Et il met 30 KO. Les 2 seules fois où il perd, la première fois, c'est contre Silvio Branco. Oui, Donc, c'est un championnat du monde. bien sûr. Et la deuxième fois, c'est contre Zolter Day, alors qu'il avait fait un combat magistral. Combat fantastique. J'ai Il vu ce avait combat. allumé jusqu'au bout. Voilà, il a fait un combat de guerrier. De guerrier, tu vois. Et il me l'a dit une fois, tu vois, ça m'a fait de la peine. J'avais les larmes aux yeux. Il m'a dit, Nasser, tu te rends compte, les 2 seules fois de ma vie où je perds, c'est un championnat du monde. Tu peux pas te remettre de ça. Et c'est pas donné à tout le monde. T'imagines? Le mec, il a perdu 2 fois dans sa vie, 2 fois un championnat du monde. C'est comme notre ami Larbi Ben Moudaoud qu'on salue, tu vois. Le mec, toute sa vie, pendant 10 ans, il a été au top niveau. Il arrive au jeu, c'est ses jeux. Normalement, c'est dans sa poche. Ouais. Il perd. Tu vois. Mais il perd. Alors que le mec, il le bat un an auparavant. On était au jeu ensemble. Ben oui. On a fait les jeux ensemble, mais il perd où? En finale. Il perd en finale. tu vois. T'imagines? La Tu imagines la douleur que c'est? Et ça, si t'as pas fait de sport et de compète, même régional, tu peux pas le ressentir, en fait. Ouais. C'est dur, hein, le haut niveau, c'est dur. C'est cruel, hein. Et pour en venir on passe dans la phase de combat. Toi, maintenant, qui as passé toutes ces compétitions, tous ces sports plutôt, où t'as pas fait de compétition, mais tu l'as dit toi-même, t'as quand même été dans des situations presque le combat, parce que t'as mis des gants avec des gens, que t'as senti, en plus avec cet handicap, la folie, c'est incroyable, hein, quand on entend ça, c'est incroyable. Et avant, parfois, soit mettre les gants avec des personnes, parce qu'on sent une espèce d'émotion, quand même, hein, cette adrénaline, cette tension, cette peur, cette appréhension, comme on peut l'appeler. Maintenant, au judo,
parce que tu as participé à des compétitions importantes, des Jeux Olympiques, on en a parlé tout à l'heure, championnat d'Europe, championnat du monde. Dans quel état d'esprit tu es? Comment gères-tu cette tension? Alors, moi j'ai la chance d'être conférencier professionnel, donc je fais beaucoup de conférences aussi. Je prends la parole dans des réunions d'un certain niveau professionnel, que ce soit dans le cadre de mon travail. Par exemple, dernièrement, j'étais à la Chambre américaine de commerce avec que des grands directeurs, des grands patrons d'entreprise. On voit bien, t'as une très belle éloquence. Hein, c'est cette capacité, c'est ton métier. Exactement, c'est mon métier, tu vois. Et surtout, c'est que ça a été ma clé de réussite. Ouais. Tu vois, se sortir de la misère sociale et intellectuelle de Marseille, quand tu grandis à Marseille avec peu de moyens, il faut. Tu vois, nous, on n'a pas d'ascenseur social. Est-ce que c'est l'handicap? C'est pas l'escalier, c'est l'escalade sociale. C'est clair. Est-ce que c'est le handicap qui t'a aidé aussi? Ouais, clairement. Forcément. Moi, des fois, tu sais, les gens me disent, je fais une petite parenthèse, mais des fois, les gens me disent, tu veux pas trouver la vue? Je fais non, laissez-moi. Je suis bien, moi. Si c'était à refaire, je le referais 10 fois. Si demain tu viens, tu me dis, je te rends la vue, et tu oublies tout ce que tu as vécu, je préfère, laisse-moi comme je suis. Parce que c'est ce qui a fait l'homme que je suis, en fait. Tu vois? C'est ma fêlure et ma force à la fois, tu vois. D'accord. Alors, tu nous parles de tes combats, comment tu gères? Et en fait. Parce que Nasser, c'est ça, hein, le podcast, il va glisser, hein. Il est facile, c'est mon client. C'est mon client. Ça a commencé déjà hors caméra, déjà. Donc, c'est très bien. Quand j'ai dit une heure, il m'a dit, ah non, il n'y a pas assez une heure, il nous fait 3 heures. Je suis en situation de handicap, j'ai un tiers-temps, on rajoute 30%, c'est bon. Non, mais moi, j'ai fait des conférences, donc, j'ai eu la chance de m'exprimer devant des endroits prestigieux, devant des grands parterres de patrons, d'ingénieurs, d'industriels, etc. Et j'ai aussi eu la chance de faire du stand-up, tu vois. D'accord. Moi, j'ai fait du stand-up avec pas mal d'humoristes. D'ailleurs, Redouane Bougueraba, la famille Bougueraba, c'est mes amis d'enfance. J'ai joué au Paname, on salue Karim Kachour, toutes les équipes du Paname, tout ça. C'est une passion, tu vois. J'adore faire rire. Je suis un peu un clown. Quel parcours? Voilà, écoute, je pense que c'est l'envie de faire des choses pour pas rester cloîtré. Inactif, ouais. Et en fait, c'est la même sensation. C'est bizarre, mais avant de monter sur scène et avant de rentrer sur le tapis, c'est la même sensation. T'as les jambes qui flagellent, tu connais. T'es en apnée. T'as le souffle court, tu demandes. Souffle court. Et en fait, quand tu montes sur le ring, ou que tu vas sur le tatami, t'as 25% d'influx respiratoire qui disparaît d'un coup. Et ce qui fait la diff à ce moment-là, c'est les premiers contacts. Ouais. C'est ça qu'on entend souvent les mecs dans les coins dire le premier. Parce que quand tu tapes le premier, ou tu prends le centre le premier, tu imprimes le rythme du combat et ça te met dedans tout de suite. Exactement. Ça t'apporte une confiance. Le fait d'être le premier à l'action. Exactement. Si tu es hésitant, dès le début du combat, et surtout en judo. C'est l'autre qui prend l'ascendant. Mais il est pareil. Il n'y a même pas, il te prend l'ascendant. En boxe, t'as encore 3 minutes pour attraper. Ouais. Mais regarde, on l'a vu avec Sofiane, mesquine, tu vois, ce contre Alvarez. Ça s'est joué à ça. Ouais. Parce que au premier round, il s'est pas lâché. Tu vois, je suis pas un expert, mais je sais que le Sofiane qu'on a vu au deuxième, au troisième, si on l'avait vu au premier, il est champion olympique. C'est vrai. Tu vois, ça s'est joué à ça. Pas grand chose. Et en fait, c'est la même sensation. Comment tu fais pour vaincre? Après, moi, j'ai pas encore trouvé bien parce que, mine de rien, c'est tout nouveau. Tu vois, j'ai fait du judo, comme je te l'avais dit, à la fac, mais en vrai, j'ai commencé en mars 2022 au PSG Judo. Bon, c'est grave hein, pour un Marseillais, mais bon, c'est pas le foot, c'est le judo. Alors, en parlant de ça, justement, quand tu as commencé en 2022, c'est-à-dire que ta vue n'était pas la même que après, ta vue s'est détériorée avec le temps. Quelle est la différence entre un combattant, et peu importe le sport dans lequel tu évolues, un combattant qui voit, qui a du bas, qui est malvoyant, mais qui voit de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'au début, tu voyais quand même des choses, tu arrivais à percevoir, t'étais dans un sport de percussion, tu voyais les cibles, et au fur et à mesure du temps, tu voyais de moins en moins la cible. Comment ton corps a su, ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, comment t'as pu t'adapter, Si tu prends le combattant Nasser d'il y a 10-15 ans, tu me mets sur un ring, forcément, je vais anticiper un peu plus, je vais lire le jeu, le game plan du truc. Eh ben, aujourd'hui, je ne peux plus le voir, donc je vais enlever de ma boxe tout ce qui est inutile. Les esquives, les rotatives, les décalages, je peux pas faire. Donc, moi, pour un poids lourd, je fais 120 kilos là bientôt, tu me vois bouger sur un ring, je suis hyper mobile. Ben, d'ailleurs, tous les poids lourds d'aujourd'hui comparés aux poids lourds d'avant, tu vois leur mobilité en fait. Il y a eu une évolution stratégique dans la gestion de la mobilité. Et surtout, c'est que je jab, je cherche. Ouais. En fait, je provoque l'autre pour que l'autre me tape. Tu cherches la distance. Exactement. Tu tâtes, en fait. Ouais, exactement. Et surtout, c'est que dès que l'autre me frappe, là où les autres vont voir que je suis en danger, pas du tout. Ça donne des indications, en fait. Et oui. Et surtout, c'est que moi, j'ai travaillé le contre. Je peux pas esquiver. Donc, j'ai aucun intérêt à rester à distance, parce que je vais me les prendre. Donc, je dois gérer entre mes distances et jab. C'est incroyable, hein, parce que c'est incroyable ce que tu dis là, Nasser, parce que
Alors effectivement, j'ai été boxeur, j'ai encore l'âme d'un boxeur, je pense. Je suis un entraîneur et me dire que une personne malvoyante soit capable de développer une technique, soit capable de boxer, parce qu'on se dit, alors il m'est arrivé des fois de demander à des boxeurs de fermer les yeux et de sentir des choses, parce que on est vraiment sur le ressenti et la sensation, parce que ce sport est un sport vraiment intrinsèque, personnel, corporel. Il faut que tu puisses ressentir ce que tu fais. Mais de là à demander à un boxeur de malvoyant de sentir par rapport à l'adversaire, t'imagines un petit peu la folie pour moi. Ah, c'est de la folie, mais en fait, pour les gens, c'est antinomique. Ouais. Mais en fait, c'est ça qui est fort avec la boxe. Si t'es un bon stratège et que tu boxes bien, tu peux même boxer juste avec ton jab, un œil fermé, les yeux fermés. À partir du moment où tu sais te déplacer, tu sais que tu maîtrises vraiment tout, et il faut tout maîtriser par contre la boxe, hein. Bien sûr. Le cardio, les déplacements, les jambes, la coordination bas-haut, la tête, tout. Si tu maîtrises tout, le relâchement des épaules, relâcher mais fermer quand ça arrive. Tu peux demander, moi j'ai une liste de témoins, les amis, hein. Ali Alab, Souleymane Mbaye, Yvan Mendy, Bilal Shkitou, j'ai tous tourné avec eux. D'accord. Et tous ils pourront te dire, hein, et d'autres, hein, j'ai pas cité tout le monde, mais Dissanoun, bien sûr, on en a parlé, ah ben, ils sont témoins, ils peuvent te dire, même il y a des gens, ils m'ont dit, j'ai honte de dire ça, ils m'ont dit que c'est plus technique que des gens qui voient bien. Ah oui, c'est ça, parce que je pense que cette technicité que tu as développée, alors à la base, tu nous l'as dit, le combattant que tu étais dès le départ, c'était un boxeur technique. T'as apporté beaucoup d'importance à ça. Et forcément, c'est resté. Et en plus, avec cet handicap, ça t'a forcément obligé à te concentrer sur toi. Bien sûr. T'as pas axé ta boxe sur cette capacité à mouver sur le ring et essayer de trouver un adversaire et essayer de le toucher. Mais tu étais plus concentré sur toi, sur tes sensations. Bah oui. Comment tu peux développer ta technique. Bah, le judoka que tu es. Ouais, bah oui. Le judo, alors on parle de l'actualité. Ouais, bien sûr. Le judoka que tu es maintenant, t'es quel genre de judoka? Est-ce que t'as su transposer cette technicité dans le judo? Alors, qui est un sport très difficile techniquement. c'est très difficile. Alors, tu sais, le judo, par rapport à la boxe, si on prend la boxe, si tu prends Joshua à 18 ans, il a commencé la boxe, regarde où il est, même malgré les déconvenus et tout ce qui lui est arrivé après, malgré tout, ça a été assez rapide. Si tu prends par exemple Pascal Gentil, il a commencé à l'âge de 18 ans aussi, tu vois. 3 ans, 4 ans après, t'es vice-champion du monde. Parce que t'as des gens qui ont des prédispositions, qui ont des corps, qui ont des facilités. Maintenant, le judo, tu peux pas du jour au lendemain, quand t'as commencé adulte. C'est très dur. Moi, j'ai commencé à 36 ans, tu imagines. Il y a des fondamentaux qui sont nécessaires. Ouais. Et en fait, c'est un sport qui est à la fois fondamental, technique, et à la fois physique. Et avec action-réaction, sensation, tu vois. Et en fait, nous, on avait un choix à faire avec Christophe Gagliano, donc, et Larbi Ben Moudaoud, qui est plus sur la partie mentale, qui m'accompagne, Nasser Dali, bref, tous mes amis du judo. Pour les jeux, on pouvait pas tu sais, à 40 ans, t'as pas le même prime, bon, sauf si t'appelles Bernard Hopkins ou Cristiano Ronaldo, hein. Mais à 40 ans, t'as pas la même capacité, à avoir le développement musculaire et la récup qu'un mec de 20 ans. D'accord. Et donc, on a fait un choix. On a d'abord travaillé la technique. Là, aujourd'hui, la technique, elle est bien ancrée. On a rattrapé le temps perdu. T'as su assimiler tout ça? Ouais. Regarde, c'est simple. J'ai commencé en mars 2022, officiellement, dans le monde du judo, au PSG Judo, avec Nicolas Motion et Jamel Bourras. Au bout d'un an, je suis passé à Bourg-la-Reine chez Cédric Margalejo, et ensuite Christophe est arrivé. Ouais. Et en fait, de octobre 2023 à juin 2024, j'ai fait 18 compétitions nationales et internationales. Imagine le rythme. Bah oui, j'imagine. Et j'ai passé ma ceinture noire, que j'ai obtenue comme tout le monde, kata, et 100 points obtenus en combat. D'accord. Donc je combats avec des valides et tout. Et c'est vrai qu'au début, j'avais un peu ce côté un peu guerrier foufou. J'allais sur des contres, des trucs un peu non conventionnels. Et là, j'ai trouvé mon spécial. Tu sais, en judo, on appelle ça un spécial. C'est comme en boxe. Ouais. Tu vois, le Tyson, c'était décalage en bas, je remonte, je percute en haut, tu vois. Ah ben, chacun a son spécial en judo. Dès qu'il pose la main sur le kimono de l'adversaire et qu'il est positionné, je sais ce que je dois faire. Voilà, tu vois. Sauf que, et ça c'est intéressant pour les gens qui aiment la technique, et c'est Christophe qui me l'a enseigné, dans l'apprentissage technique dans l'art martial, que ce soit la boxe ou n'importe quoi, t'as 4 étapes. Par exemple, si tu prends un mouvement comme Ippon Seoi, c'est une projection de l'épaule. Tu places ça sous l'aisselle, tu projettes le mec par-dessus toi. T'as 4 étapes. T'as l'incompétence inconsciente. Je ne sais pas faire ce mouvement, parce que je ne l'ai jamais vu. Ensuite, je vais voir ce mouvement. Et là, tu passes à l'incompétence consciente. Je suis conscient, moi, la science organique, je ne sais pas ce que c'est un jab. Ouais. Et ensuite, tu passes à l'état de compétence consciente. J'essaie de reproduire le jab. Donc, pour faire un jab en combat, je suis obligé de me concentrer, de vérifier que ma ligne d'épaule est bien alignée, que mon épaule va bien toucher mon oreille,
que ma jambe est bien en appui et que je transfère bien le poids au moment où je jab, sans me jeter vers l'avant, sans avoir la tête au balcon, etc. Et ensuite, tu arrives dans le dernier stade, qui est le stade ultime du combattant, le stade instinctif, qui est la compétence inconsciente. Tu ne réfléchis plus. Tu bam, tu frappes inconsciemment. Moi, je suis bloqué entre le stade 3 et 4. C'est automatisé, en fait, oui. Ben, moi, je suis en train d'automatiser maintenant. D'accord. On a fait le travail technique. Là, on est en train de faire le travail musculaire. Tu vois, je suis passé de 100. Moi, là-bas, je suis en moins de 81. D'accord. Quand j'ai commencé l'aventure olympique, en mars 2022, j'étais à 92 kilos. Au jeu, j'étais sec, hein, j'étais bien en forme, mais à 103 kilos, c'était pas suffisant. Mon adversaire contre qui je perds, là, Shkurbekov, le Kazakh, en bronze, en finale de bronze au jeu, il faisait 117 kilos, 113 kilos. C'était plus léger. Tu vois, l'anglais Jake Hudson, qui est numéro 2 mondial là aujourd'hui, il fait 130 kilos. D'accord. Des vrais Golgoth. C'est des Golgoth. Et surtout, c'est que c'est pas un judo qui est basé sur la technique, la mobilité. plutôt sur le physique. Ouais, c'est très physique. Donc là, maintenant, on est en train de construire à la fois le physique, mais à la fois la tactique. Donc ça veut dire que là, tu es dans une phase de répétition des gestes pour les assimiler, qui puissent ressortir à des moments précis sans que tu y réfléchisses, parce que c'est tellement automatisé que ton corps l'a intégré. Et ça, c'est le propre de tous les sports. Et puis là, je suis en mode combat, là, maintenant. Cette phase d'automatisation des gestes. Hein. C'est le sac, c'est les pattes d'ours, c'est la frite, c'est tu répètes. Acquérir le geste. Quand une fraction de seconde, il peut sortir que t'es pas le fond. Bah oui, parce qu'au judo. Donc t'es dedans, là, actuellement. Comme en boxe, si t'es pas attentif, tu prends un KO. D'accord. C'est clair. Et en fait, si tu veux, c'est un travail intéressant parce que j'ai pas encore atteint mon potentiel. Je ne sais pas encore. Tu vois, par exemple, hier, j'ai fait un combat contre un Bilal Zouani, un ancien international algérien qui a été champion d'Afrique, champion d'Algérie, olympien, etc. Et on a fait une vraie guerre. Tu vois, une vraie guerre, en fait. Je t'attrape à toi, à moi, bam, je te repousse, petit coup de balayage. Mais à haute intensité, tu vois, j'ai fini, j'étais carbonisé. Et j'ai réussi à le faire tomber, alors que le mec, il fait 140 kilos. Tu vois? C'est pas rien. Mais pas avec ma force. Avec son mouvement, j'ai réussi à me glisser sous lui et passer sous ses jambes en me tournant pour l'amener au sol. Et ça, c'est la force du judo, ça. Ça, c'est ce qui est beau avec le judo. C'est qu'un petit peut faire tomber un grand. C'est vrai. La question que j'aimerais te poser, est-ce que ton handicap t'a aidé pour assimiler justement rapidement toutes ces techniques de judo? Oui. Parce que j'imagine que si tu étais une personne valide, tu auras peut-être eu des difficultés parce qu'il aura fallu que tu te concentres sur autre chose. Oui. Le fait d'avoir cet handicap, et on sait que le judo est un sport de toucher, de préemption. Donc forcément, ça t'a aidé parce que tu as attrapé, tu as ressenti des choses. Il faut gérer son corps dans l'espace. Bien sûr. Différemment de la boxe, il faut gérer son corps vis-à-vis de l'adversaire. Exactement. Être capable d'utiliser la force de l'autre contre lui-même. C'est ça, en fait. Et en fait, tu as dit un truc tout à l'heure, et c'est vrai que j'ai pas répondu complètement. Tu m'avais posé la question tout à l'heure sur qu'est-ce qui a été le plus développé. Moi, ce qui a été le plus développé, c'est la mémoire. La capacité à mémoriser. Et c'est vrai que moi, quand tu me montres un geste, quand Christophe ou Cédric, mes entraîneurs me montrent un geste, je me mets derrière eux, je touche la position de jambe, je vois les mains où elles sont placées, et ensuite il fait le mouvement, et en fonction de comment il fait le mouvement, je le reproduis, mais vraiment cette capacité à l'exactitude, tu vois. D'automatisation. Et ça, si t'es pas en situation de handicap visuel, tu peux pas le ressentir. Et donc, tu enregistres tous ces petits paramètres-là. Ouais, et surtout, regarde, je vais montrer à nos auditeurs, ceux qui nous regardent, tu vois, par exemple. Initiation activée, un tour, il y a une heure, un tour, notifié caractère, mot, dédié 85%, afficher les notifications, une torche, afficher les un tour, il y a une heure, un tour. Tu vois, regarde. Tu vois, tout est vocalisé. Ouais. Moi, ça fait 20 ans que j'utilise ça. D'accord. Tout ce que j'utilise sur mon iPhone, ou mon Samsung, ou mon ordinateur, est vocalisé. Donc, je peux faire des PowerPoint, des Excel, des Word, des mails, WhatsApp. Ouais. Et tout est vocalisé. Alors, le fait d'utiliser ça avec mes oreilles depuis 20 ans, ça a développé ma mémoire auditive. C'est incroyable. Et ça a construit mon cerveau différemment. Super. Si, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard, les choses se font dans le sens. Et puis surtout, tu le disais au début de ce podcast, c'est que, et c'est vrai, l'homme a cette capacité d'adaptation, en fait. Si tu as un handicap d'un côté, tu es capable de t'adapter de l'autre côté. Si tu as un problème, on trouvera toujours une solution. Et tu as apporté des solutions personnelles. Mais aussi, il y a une notion de mental. Parce que quand même, il en faut du mental. Attention, je suis pas un Superman. Hein. Moi, j'ai fait 2 dépressions graves. J'imagine. Dont une en 2015 où j'ai été opéré en bas du dos. J'avais des addictions. J'ai perdu beaucoup d'argent sur un mauvais investissement. D'accord. J'ai failli me faire expulser de mon appartement. Là, si je te parle en 2015-2016. 2016, j'étais banqueroute. D'accord. Je restais dans mon lit, je pleurais toute la journée, j'avais les courriers des huissiers. Parce que
je me suis désynchronisé. Tu sais, il faut rester synchronisé avec sa foi, d'où l'on vient, avec ses valeurs. À partir du moment où tu te désynchronises dans ce monde qui est complètement fou, il faut le dire. Tu te perds. Tu te perds. Et quand tu n'as plus de boussole interne, tu n'as plus de phare pour t'illuminer ton chemin, t'es perdu. Et moi, j'ai été perdu à un moment donné. Et tu te rends compte, je me suis fait opérer d'une hernie discale foudroyante. Et je suis resté alité pendant quasiment 6 mois. Je pouvais plus utiliser ma jambe droite. Et le médecin m'avait dit à l'époque, le chirurgien orthopédique qui m'avait opéré, il m'avait dit, vous ne ferez plus jamais de sport. En 2017, j'étais à Valier, à Marseille, devant 3000 personnes, je boxais avec Mehdi. Ouais. Tu vois? Et en fait, je pense que moi, c'est là où je te rejoins dans ce podcast. Je suis vraiment un combattant parce que c'est triste à dire, mais j'ai besoin d'être au pied du mur. Et c'est là où je suis le meilleur, en fait. Il y a des gens comme ça. Exactement. Certaines personnes ont besoin d'être poussées pour pouvoir sortir. Sinon, ils ont tendance à s'endormir. Ouais. Et moi, c'est fou, hein. Mais la première descente aux enfers que j'ai vécue à cause de cette mauvais investissement, séparation douloureuse, au bureau, ça n'allait pas à l'époque. Et tout s'est cumulé. En fait, j'ai fait un joint de culasse, hein, comme dirait mon ami Amirouche. J'ai fait un joint de culasse. Je suis parti à volo. Ouais. Tout ce que j'avais construit pendant des années d'un point de vue patrimoine culturel, idéologique, financier, j'ai tout envoyé bazarder, comme si, tu sais, cette fameuse colère, elle était revenue. Ouais. Et parce que ma vue, elle baissait aussi, tu vois. Et je me suis noyé dans les turpitudes, les sorties, de la vie, la dépression. Et finalement, qu'est-ce qui m'a sauvé? le sport, la boxe. Ouais, la boxe. Avant tout, c'était la boxe. Ouais, la Et boxe. alors, la finalité de tout ça, alors c'est pas la finalité parce que l'aventure est pas terminée, il y a encore plein de choses qui arrivent. Tu parles de Los Angeles en 2028, tout le bien qu'on te souhaite. 5e au JO de Paris. Ouais. Alors j'étais 5e aussi moi, au Jeux de Sydney. Alors ça monte à quelques années, mais C'est une place qu'on n'aime pas. c'est les places qu'on n'aime pas au pied du podium. Mais n'oublie pas, Prévu sur le tu podium. resteras à jamais parmi les. Il y a 34 000 Paralympiens dans le monde qui ont fait les Jeux Paralympiques. Je sais pas combien il y a d'Olympiens, il doit y en avoir 100 000 à peu près. Mais voilà, aujourd'hui, John Dovey, Oli, tu vois, Oli pour Olympien. Ouais. Il n'y a pas tout le monde qui peut se targuer d'avoir atteint le haut niveau. Bien sûr, l'autre jour, je discutais avec un collègue au bureau parce que j'avais fait venir intervenir Christophe Galgano. Il disait, oui, en France, on aime bien les beaux perdants. Non. C'est pas les beaux perdants. Non. C'est monter sur un ring, c'est pas donné à tout le monde. Exactement. Et puis surtout quand tu fournis tout un travail et tu sais ce que c'est pas pour perdre. Il y a pas de beau perdant. Bah oui. La médaille, c'est la quête de toute une vie d'un travail et c'est la motivation. Bien et sûr. On se bat pour ça. On se bat pour ça. Et comment tu te sens, toi, Nasser? Après, alors, effectivement, cette 5e place. Et moi, j'ai eu l'impression quand même que cette participation aux Jeux Olympiques, cette 5e place, alors on espérait, hein, on est venus tous te pousser pour une médaille, et t'as su quand même rebondir, t'as su la transformer, je dirais presque en or, cette 5e place. Alors clairement, j'avais fait une interview pour Olympic Channel et à la fin, je disais gold or nothing, tu vois, je leur dis c'est l'or ou rien. Bon, finalement, c'est rien. Mais quand j'interviens souvent avec l'Arbi Ben Boudaoud, hein, qu'on embrasse aussi, et lui, je pense que en termes de performance, en tant qu'athlète ou entraîneur, il a un sacré palmarès. Bien sûr. Et lui, il disait, sur les Jeux de Paris, quand on regarde Nasser, son parcours de vie, tout ce qu'il a traversé, la perf, c'est pas la médaille d'or, c'est d'être au jeu, en fait. C'est vrai. La perf, elle est immense. C'est fantastique, c'est incroyable. Commencer le judo de haut niveau à cet âge-là, arriver à se qualifier et finir 5 et ne pas perdre ridiculement, tu vois. J'ai ridiculeusement, pardon. Et en fait, tu as beau te dire que c'est arrivé, mais quoi qu'il arrive, quand tu te remémores ces moments-là, t'as toujours cette petite frustration, quand même. De te dire, ah, mais si j'avais fait ça. Mais je pense que tous les athlètes qui ont fait les Jeux l'ont ça, tu vois. Et ceux qui ont réussi à atteindre une finale de bronze, ont ce petit truc au fond du cœur de se dire, ah, putain, peut-être que si j'avais fait ça, peut-être. Et en fait, c'est exactement ça. Moi, je me réconcilie, je me dis, mec, il était meilleur que toi, et c'était pas ton heure. Et c'est tout. Ouais, on a tous nos trucs, hein. Moi, je me dis que tout ça m'a permis de devenir l'homme que je suis. Mais exactement. Et moi, l'entraîneur que je suis devenu. Mais bien sûr. Et surtout, c'est que tu as donné les bons conseils à Jamel Dine, tu as donné les bons conseils à Sofiane, tu as donné les bons conseils à Christian, à Soulé, et tu as créé une génération d'athlètes. Tu vois, et ça, c'est pas donné à tout le monde non plus.
Tu vois, et souvent, il faut pas oublier que derrière chaque athlète, il y a des entraîneurs. C'est ça, c'est le parcours qui est médaille d'or, en fait. Exactement. C'est pas tant la médaille en elle-même, le matériel, mais c'est le parcours qui te permet de d'acquérir. Et après les Jeux, j'ai surfé sur cette vague, j'ai fait pas mal de conférences. Et puis, il y a la réalité quand même qui est revenue. Et il faut la rappeler aussi, c'est qu'aujourd'hui, les Olympiens comme les Paralympiens, ils souffrent. Ouais. Parce que quand les lumières s'éteignent, quand les rideaux sont baissés, quand les médias s'en vont, quand il n'y a plus personne, on se retrouve seul. On se retrouve seul, dans l'anonymat le plus total, alors qu'on a souffert pour notre pays, on a donné notre sang pour notre pays. Au même titre qu'un militaire défend la nation, on défend l'honneur de la nation, on fait lever ce drapeau, on fait chanter cette Marseillaise. Avec fierté. Et quelle reconnaissance. Si t'es pas olympien, médaille d'or, que t'as pas tous les gros partenaires, et même ceux qui avaient des gros partenaires, on en a perdu quelques-uns. Même les plus grands des champions et des champions sont passés par une phase de vide. Et moi, je l'ai vécu, ce vide. Je savais pas ce que c'était. Waouh, c'est terrible. Et imagine-toi, encore plus, moi, j'étais speaker, salarié des Jeux et athlète. Ouais. Et en fait, j'ai voulu repousser l'échéance. Je ne voulais pas, le 31 décembre 2024, j'étais dans mon lit, sous la couette. Je ne voulais pas que cette année, elle s'arrête. Et ben après, j'ai fait une deuxième, ça, je te parlais de la dépression, j'ai fait une deuxième dépression. Mais c'est là, le médecin, parce qu'il faut pas avoir honte, il faut se faire accompagner, tu vois. Tu peux avoir la foi, avoir la famille, les amis, mais il faut aussi, se faire accompagner, c'est chimique, hein. Une dépression, c'est chimique. C'est des molécules. Et je me suis fait accompagner, et puis le médecin m'a dit, mais Nasser, c'est normal, en fait. Ton cerveau, il a tellement produit de sérotonine, d'adrénaline avec tout ce que tu as vécu comme joie, qu'à un moment donné, il est vide. Il en veut encore, en plus, aussi. Et il en veut encore, mais là, c'est vide. Ouais. Et c'est normal. Donc, tranquillement, j'ai repris le chemin de l'entraînement, j'ai reconstruit, et grâce au jeu, grâce au judo, grâce aux arts martiaux, j'ai obtenu un super boulot dans une belle entreprise française internationale, qui me permet aujourd'hui de me préparer pour les Jeux. C'est super. Et je croise encore les copains, dont toi, et que demande le peuple. Exactement. Tu vois? Et je me dis, j'ai 40 ans, j'ai l'impression d'avoir vécu 70, tu vois. Il y a encore de belles choses. Il y a encore de belles choses à Si vivre. Dieu veut, on espère. Et l'histoire n'est pas terminée. Ouais. Et par contre, on arrive presque à la fin de ce podcast. Hein. Ça fait quasiment 1 heure qu'on est là. On dirait pas, hein. Ça passe vite. Hein. C'est vrai. De toute façon, je savais que ça allait passer vite avec toi. Je m'inquiète pas pour ça. Il y a 2 questions. Alors, tu as dit beaucoup de choses, effectivement, et tu nous as sûrement parlé de ça aussi. J'allais dire, mis à part le combat, qu'est-ce que tu sais faire? Hein, tu nous as expliqué que tu combats depuis longtemps entre la maladie, le handicap, et les combats et tous les sports de combat que tu as pu faire. Notre Nasser national, qu'est-ce qu'il aime, pas ce qu'il sait faire, il sait faire une multitude de choses, mais qu'est-ce qu'il aime faire d'autre à part combattre? J'aime bien la musique, hein. Franchement, là, en ce moment, je suis dans une période Koffi Olomide, tu vois, j'aime beaucoup la rumba congolaise, tu vois. Et puis, de toute façon, de manière générale, j'aime beaucoup l'Afrique. D'accord. Moi, je pense que je suis même pas d'Africain dans l'âme. Tu sais, quand je tombe sur des amis capverdiens, je leur parle d'Emilcar Cabral, je leur parle à mes amis congolais de Patrice Lumumba. Quand je tombe sur des amis togolais ou du Bénin, je leur parle du phosphate, je leur dis c'est comment. J'ai un amour profond pour l'humanité, j'adore les reportages sur l'histoire, sur l'Afrique, donc moi je passe beaucoup de temps à écouter des podcasts, des documentaires. J'aime beaucoup l'histoire des arts martiaux de manière générale, donc je me cultive beaucoup sur ça, j'écoute beaucoup de podcasts de très bonne qualité, de différentes, dont le tien et d'autres. Hein. Et bon, comme tout athlète de haut niveau, j'ai une propension à aimer faire la fête. Hein. Mais bon, maintenant avec raison, j'ai compris que un athlète de haut niveau, il doit vraiment tout maîtriser, le sommeil, la nutrition, la prophylaxie, quoi, hein, la récup. Exactement. C'est la base. Et maintenant, si je veux vraiment être athlète et si je veux vraiment performer à Los Angeles, déjà me qualifier, faut que je passe faut que je me professionnalise. Il faut commencer maintenant. Je suis en train de le faire progressivement. Pas la veille des Jeux. Pas la veille des Jeux, exactement. C'est un peu ce qui m'a manqué aux Jeux de Paris. Ouais. Et c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire aujourd'hui. Qu'on est en train de construire aujourd'hui. Il y a une vraie démarche pro. Tu vois, je suis suivi par Ségolène Charpentier, notre kiné qu'on salue. Là, pour la prep mentale, je vais peut-être faire appel à Laurent, qu'on salue aussi. Donc il y a toute une mise en place de choses. C'est toute notre équipe, ça. Bah c'est ça, hein, t'as vu. C'est ça. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est, en vrai, j'aime les gens. Ouais. J'aime la vie, j'aime rigoler. J'aime bien manger aussi. Mais non, en vrai, ce que je comprends pas, ce qui me fait du mal, c'est c'est peut-être paraître un peu naïf, mais à un moment donné, c'est pas grave. Genre, partage, t'as de l'oseille, partage un peu. Je comprends pas, en fait, cette quête perpétuelle du profit personnel. Ouais. Qu'on a dans ce monde.
moi, il y a une époque où, en 2015, justement, 2014-2015, j'étais très aisé. J'ai travaillé dans un grand groupe français, j'avais un chauffeur taxi, j'aimais très bien ma vie, l'appartement était payé. Et pourtant, c'est la période la pire de ma vie, tu vois. Alors, c'est facile à dire, tu vois, mais moi, je viens de rien, en fait. Moi, j'ai appris à vivre avec rien, et j'étais heureux quand on était gamin. Et moi, j'aime bien quand on est là, qu'on se prend pas la tête, et qu'on se dit les choses. Les gens ne se parlent plus. Ouais. Donc moi, tu me demandes ce que j'aime. Moi, j'aime les gens. J'aime être entouré de gens. J'aime parler avec les gens. J'aime faire rire les gens. J'aime faire le clown. Parce que c'est une manière aussi de me protéger. Tu vois, parce que moi, au final, tu vas pas me croire, mais je suis un vrai timide au fond. Et mon handicap m'a terrorisé pendant des années. Et du coup, ça a été pour moi une façon de m'extirper de ma condition. D'accord. De parler aux gens. Et puis, je pense que mon rôle, c'est d'animer les gens. Ma mission, peut-être sur Terre, c'est de faire rire les gens, de rendre les gens heureux, en fait. Parce que moi, je vois tellement de gens malheureux. Des gens dans des grands groupes industriels, dans des grandes entreprises, des gens qui ont de l'argent, qui ont tout, et qui sont malheureux. Je dis, c'est pas normal. C'est pas normal. Tu vas en Afrique, c'est le pays le continent le plus riche du monde. Les gens sont dans un état de délabrement, dans certaines régions qui est abyssal. Et pourtant, la dignité, le sourire. Les mecs sont happy, tu vois. Limite, tu vas lui rendre visite, c'est lui qui t'invite chez lui alors qu'il a rien. Détendons-nous, en fait. Recentrons-nous. Et pour ça, la bagarre, y a pas mieux. Ça, c'est parfait lien pour la dernière question, qu'on n'est pas une. Parce que la dernière, c'est un exercice qui est pas facile, mais avec toi, je m'inquiète pas, ça va aller. Alors j'allais dire, presque regarde la caméra qui est en face de toi, ou tourne ta tête vers en face de toi. Et j'aimerais que tu laisses un message aux gens qui te suivent, qui t'aiment, qui t'apprécient. J'aimerais que tu t'exprimes un peu la façon que tu aimerais être perçu. Comment les gens voient un Nasser Zorgani, comment tu veux être perçu, comment toi, le combattant, toi avec cet handicap. À toi, Nasser. Ah, c'est une sacrée question. Hein. C'est là l'axe. Oui, là, c'est ça. Chers amis, chers collègues, chers soutiens, chers entraîneurs, bref, tous les gens qui me connaissent. Il y a des gens qui me connaissent de l'extérieur, peut-être un peu de loin, qui doivent se dire que je suis une grande gueule, que je suis dispersé, que je suis un clown, que j'adore faire le clown. Vous avez raison, oui. Je l'assume pleinement parce que moi j'aime faire rire. Mais grattez un peu la surface parce que je vous le garantis, vous allez découvrir l'autre personne que d'autres connaissent. Et je suis pas parfait, mais j'assume mes défauts. Et je sais que des fois je peux vous rendre un peu ouf, je peux être dur à suivre. Mais en tout cas, que vous soyez mes amis, ma famille, mes entraîneurs, les gens que j'aime, je vous remercie d'avoir toujours été là et de m'avoir toujours poussé à ne pas perdre l'espoir. Et ça, c'est le plus important. Donc tout ce que je suis, ne l'oubliez jamais, même si j'en fais un peu trop. C'est 1, pour vous faire rire, pour vous plaire, et 2, pour vous rendre fier. Merci Nasser. J'ai une petite dernière question avant qu'on clôture. Il est où ton accent marseillais? Ça on l'entend pas, hein. C'est vrai que tu l'as perdu. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, quand je suis à Paris ou avec des gens de Paname, ou je m'adapte. Maintenant, si tu me parles de Marseille, tu me parles de mes souvenirs, tu me parles de mon collègue, ça revient. En fait, ça va dépendre du contexte, tu vois. D'accord. Ça va dépendre du contexte. Mais bon. Il y a beaucoup de Marseillais qui montent sur Paris et qui perdent leur accent. C'est vrai. Dès qu'ils redescendent à Marseille, ils le retrouvent automatiquement. Ça revient de suite, ça revient de suite. Mais j'ai des petites expressions, tu vois, quoi. À un moment donné. C'est vrai. Mais ça va, tu vas pas parler de foot, parce que c'est nous, on n'aime pas trop le foot. Non, on va pas parler les combattants, on aime la castagne, hein. On se roule pas par terre pour faire simulation carton jaune. En tout cas, merci Nasser. Écoute, cette heure, elle est passée en peu de temps. C'était super, franchement, c'était super. Merci. Super. Merci d'avoir accepté de venir ici sur mon podcast. Merci d'avoir mis en place ce truc. C'est hyper agréable, en fait, parce que tu offres aux gens la possibilité de parler d'eux de manière détendue, à bâton rompu. Ça, c'est génial, tu vois. D'accord. Voilà. En tout cas, merci à ceux qui nous suivent. N'oubliez pas de liker, de suivre, de partager. Et puis surtout, n'oubliez pas de commenter aussi, hein, sur YouTube et autres. Et si vous avez envie de voir d'autres combattants ou combattantes à la place de Nasser, n'hésitez pas à m'en faire part et je les inviterai. Il y a d'autres surprises encore qui vont arriver. Il y a d'autres combattants et combattantes qui vont arriver dans les prochaines semaines. Je vous dis à bientôt et merci de nous suivre. À bientôt.